Et comme promis, on enchaîne cette fois-ci sur un autre sujet, l'interview santé consacrée aux mauvaises utilisations des médicaments. Et j'en parle ce matin avec vous, Dr Yasmina Houmrani. Bonjour. Bonjour Yasmine. Vous êtes docteur en pharmacie, c'est un plaisir de vous avoir. Merci, un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup Lala. Alors, nous allons parler des mauvaises utilisations des médicaments. Mais vous, les spécialistes, qu'est-ce que vous mettez dans cette appellation de mauvaise utilisation? Ça veut dire quoi pour vous? Mais en principe, on commence à parler mauvaise utilisation quand on utilise un médicament pour une maladie ou bien des symptômes pour lesquels il n'a pas été conçu, ou bien quand on utilise un dosage qui ne correspond pas à la posologie indiquée, ou quand on utilise ça par une voie d'administration qui n'est pas celle qui est indiquée. Donc il y a tout simplement quand on parle d'automédication et que les gens tout simplement pensent à soulager des symptômes sans prendre en considération la raison pour laquelle, la cause qui a créé ces symptômes-là. Donc en fait, mauvaise utilisation, c'est à la fois l'automédication et la mauvaise utilisation de la prescription. Exactement. Absolument. Donc on va parler des mauvaises utilisations les plus répandues. Qu'est-ce que vous constatez? Ben, je pense qu'en premier lieu, c'est sans doute les antibiotiques. Il y a des gens qui utilisent des antibiotiques systématiquement. J'ai une grippe, c'est l'antibiotique. Je me sens fatiguée, c'est un antibiotique. On a même reçu des gens qui voulaient des antibiotiques pour des maux de genoux ou bien de cheville. D'accord. Et ils demandent en fait, en officine, ils demandent, en bien pharmacie, sûr, ils demandent. Mais il y a des gens que systématiquement, dès que j'ai des symptômes de douleur ou bien de fatigue, c'est l'antibiotique. Il faut préciser que l'antibiotique ne va absolument rien faire en cas de grippe et c'est quelque chose qui s'utilise énormément. Quand on parle de grippe, on parle d'une maladie virale. Absolument. Donc un antibiotique ne va absolument rien faire. Par contre, on risque d'avoir des résistances à long terme parce qu'on est en train d'utiliser une molécule. Le jour où on aura par exemple des angines et qu'on aura besoin de cet antibiotique-là, il ne va faire absolument aucun effet. Parce que le corps se sera alors trop habitué à cette Exactement, molécule. Et il va créer une résistance. C'est la même chose qui se passe quand je suis avec un traitement d'antibiotiques et que j'ai un traitement de 8 jours et qu'au bout de 5 jours ou 4 jours, je me sens mieux et j'arrête. Et j'enchaîne une autre fois, 3 jours et j'arrête. Un traitement d'antibiotiques, s'il est de 8 jours, il faut respecter les 8 jours de traitement. Et il faut la prescription du médecin. Exactement, c'est un médicament qui est sous ordonnance. Le paracétamol aussi, est-ce qu'il y a des abus? Oui, il y a des abus. Les gens l'utilisent tout simplement si j'ai mal et que j'ai le droit. Normalement, le paracétamol, on ne doit pas dépasser 4 grammes. À partir de 4 grammes, il est hépatotoxique. C'est-à-dire qu'on aura une toxicité du foie. Donc, normalement, la posologie, elle est de 1 gramme, 1 gramme, 1 gramme. Il y a des gens qui prennent carrément le double. D'accord. Et il faut dire que ce n'est pas parce que je vais prendre un médicament plus que ce qu'il le faut à une dose supérieure que je vais guérir plus rapidement. Au contraire, je risque de me faire plus de mal. Exactement. Quel est le risque justement? Est-ce qu'il y a un risque de toxicité si je prends 2 mg d'un coup de paracétamol? Par exemple, j'ai mal à la tête, je me dis bon, pour faire passer ça, je vais prendre 2 comprimés, 1000. Si je prends 1000, il n'y a pas de souci, je vais prendre 1000, mais il faut que je laisse, parce qu'il y a une biodisponibilité du médicament. Le médicament, j'ai une dose que je dois respecter et je peux prendre une autre dose à partir de X heures, en fonction de, par exemple, dans le cas de paracétamol, c'est aux alentours de 8 heures. D'accord, mais si par exemple je prends 2 mg d'un coup, 2 grammes d'un coup, c'est grave? Pour une fois, ça ne va rien se passer, mais ce n'est pas bien parce que c'est le foie qui est en train de payer les pots cassés dans ce cas-là. C'est le foie qui doit drainer, c'est le foie qui doit enlever des toxines. Donc je ne peux pas être en train de donner à mon foie une dose excessive de toxines. Ok, qu'est-ce que vous constatez d'autre comme autre mauvaise utilisation de médicaments? Il y a un usage de médicaments. Ce qu'ils font les gens, c'est faire d'un effet secondaire une indication de médicament. C'est le cas des corticoïdes. Les corticoïdes, c'est des médicaments qu'il faut prendre au sérieux parce qu'ils sont très très bien, mais en même temps, ils ont énormément d'effets secondaires. Les gens les utilisent parce qu'un des effets secondaires, c'est précisément la prise de poids. Et non seulement la prise de poids, mais c'est qu'il y a une retention d'eau, ce qui fait qu'on gonfle. Et ça donne l'impression qu'on a grossi très rapidement. Donc les gens les prennent automatiquement pour grossir et pour donner l'impression qu'ils ont pris du poids. Les femmes qui veulent prendre du poids, par exemple, se bourrent de corticoïdes. D'accord. Mais en parallèle, quand je choisis d'accepter l'effet secondaire d'un médicament, il ne vient pas tout seul. Donc je n'aurai pas que cet effet secondaire-là. J'aurai avec des problèmes d'ostéoporose, j'aurai aussi un risque d'ulcère, j'aurai aussi beaucoup de choses. Donc il faut faire attention. Si je veux prendre du poids, je vais prendre des médicaments pour la prise de poids, pour stimuler mon appétit. Mais je
je ne peux pas le prendre comme effet secondaire d'un autre médicament qui a du danger. Et ça, c'est dangereux, justement. C'est très dangereux parce que je suis en train de risquer d'avoir un diabète, je suis en train de risquer des ulcères, je suis en train de risquer une ostéoporose parce que les corticoïdes, ils baissent l'absorption de calcium. Donc, avec le temps, je risque d'avoir une maladie d'ostéoporose. Donc, il faut vraiment éviter. Et je pense il y a aussi des crèmes à base de corticoïdes qui blanchissent la peau. C'est des crèmes anti-brûlure, au fait. Anti-brûlure, voilà. C'est des crèmes anti-brûlure. Actuellement, c'est la grande mode. Apparemment, grande mode, c'est grand danger. Exactement. Ils les mélangent même avec du citron pour blanchir la peau. Et il faut dire que ces crèmes-là ne sont pas des crèmes parapharmaceutiques. C'est des crèmes, c'est des médicaments. Donc, ils sont utilisés pour un cas précis de brûlure. Qu'est-ce qui se passe? Que peut-être une personne les a utilisés après un coup de soleil. Donc, c'est agréable, c'est facile à étaler, elle est fraîche comme crème. Et du coup, je la conseille après comme crème hydratante. Mais à long terme, c'est des produits, souvent ils ont des parabènes, c'est des produits qui sont indiqués pour une durée déterminée. Donc je ne peux pas me permettre de les utiliser comme une simple crème hydratante. C'est la même chose pour le cas d'une fameuse crème ophtalmique qu'au Maroc on utilise énormément pour tout. Les gens sont en train de l'utiliser actuellement comme crème de soir, crème de nuit. Et on ne peut pas l'utiliser parce qu'elle a un pourcentage d'antibiotiques. Et donc en fait, les gens l'appliquent sur le visage avant de dormir. Pour quelle raison? Apparemment, ça hydrate, mais ça hydrate, c'est normal. C'est une crème, elle a une texture qui va faire ça. Mais c'est une crème qui est conçue pour l'œil, qui a un pourcentage d'antibiotiques pour traiter des infections oculaires. Donc, je ne peux pas l'utiliser pour le visage. Il l'utilise aussi pour les boutons de fièvre. Ça ne va absolument rien faire parce que l'herpès, c'est viral aussi. Absolument. On est dans le même cas. Donc, le seul truc que je fais, c'est que j'hydrate la croûte de l'herpès et du coup ça tombe plus facilement, mais ce n'est pas l'indication. Alors justement, il y a aussi peut-être l'arrêt brutal du médicament, ça aussi c'est une mauvaise utilisation du médicament. Quels sont les médicaments que les gens arrêtent le plus communément brutalement? Les antibiotiques. Les antibiotiques en général, dès que j'ai des antibiotiques, soit pour les angines, pour une bronchite, je me sens mieux, au bout de 3 jours, je l'arrête. On a les anti-inflammatoires. Généralement, dès que ça calme un petit peu les douleurs, on s'arrête là. Donc souvent, c'est un traitement qu'il faut suivre pour avoir un résultat à long terme. Alors quel risque, par exemple, de stopper le traitement au milieu? Que ce soit un traitement antibiotique, un traitement anti-inflammatoire. Je pense également aux antidépresseurs aussi, que les patients peuvent stopper dès qu'ils se sentent mieux. C'est quoi le risque, justement, de ne pas suivre correctement son traitement? C'est dans le cas, par exemple, des antidépresseurs, c'est toujours conseillé d'arrêter doucement parce que le corps s'habitue et on ne peut pas, on a un effet de sévrage, je ne peux pas venir et arrêter du jour au lendemain. Généralement, quand je vais arrêter les antidépresseurs, il faut arrêter doucement jusqu'à ce que le corps s'habitue à ne plus les prendre. Dans le cas des anti-inflammatoires, par exemple, tout simplement, je vais me sentir mieux 2 jours après, mais la douleur va recommencer parce que peut-être que je n'ai pas assez bien traité cette inflammation-là. C'est dans le cas, par exemple, des gens qui ont un traitement de corticoïdes parce qu'il y a un problème d'asthme, peut-être qu'ils vont avoir une crise parce qu'ils n'ont pas assez bien traité. Donc, normalement, quand il y a un traitement, on sait pourquoi on a donné un traitement de 5 jours, de 6 jours, de 8 jours ou de 15. Ok, et si on devait aussi parler de la mauvaise utilisation des médicaments en termes d'hygiène de vie? Oui. Par exemple, certains médicaments ne doivent pas être associés à certains aliments. Oui. Je vais vous laisser expliquer lesquels et pourquoi, justement. En principe, on ne doit pas les utiliser pour la simple raison qu'il y a des interactions. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'automédication est mauvaise. Parce que quand on parle d'interaction, il n'y a pas que interaction entre médicaments, il y a interaction avec les compléments alimentaires et il y a interaction avec les aliments. Avec les aliments, on a par exemple la caféine. La caféine, elle diminue l'absorption de la ciprofloxacine. C'est un antibiotique qu'on utilise dans quelques maladies bactériennes. Donc, en fait, il ne faut pas faire encore moins de l'automédication avec ces antibiotiques-là, parce qu'en plus de ça, si vous le prenez alors que le médecin ne vous l'a pas prescrit et qu'en même temps vous buvez du café, oui, on va diminuer l'action et du coup on va être en train de le prendre sans avoir l'effet souhaité. Ça arrive aussi avec par exemple des compléments alimentaires. Le ginkgo biloba par exemple, il diminue l'effet de l'oméprazole qui est un pansement gastrique. D'accord. Donc ce complément alimentaire, il a quelle vertu? Il sert pour la circulation. Je suis incapable de le répéter. Oui, ginkgo biloba. Ça sert pour tout ce qui est la circulation, soit problème de varices, soit problème de vertige. Ça sert pour beaucoup de tout ce qui a à voir avec la circulation sanguine. D'accord. Et il y a aussi l'histoire du pamplemousse avec les... Le pamplemousse, c'est pour les gens hypertendus. Donc, en fait, il baisse la tension. Donc, il faut faire attention si on est déjà avec des traitements d'hypertension. Et en même temps, il augmente l'absorption des médicaments pour le problème de cholestérol. Tout ce qui est médicaments pour le cholestérol, une fois que je prends le jus de pamplemousse avec,
ça augmente son action. Donc du coup, j'ai un effet qui est élevé par rapport à celui qui est souhaité. Mais ça, c'est bon ou mauvais, par exemple, pour le cholestérol? Non, booster l'effet du médicament? Non, parce que je suis en train de prendre un dosage qui est suffisant pour ce qu'il me faut. Donc je ne peux pas augmenter parce qu'il y a un minimum de cholestérol que je dois garder dans mon corps. Donc je ne peux pas tout éliminer. Mais justement, les patients, par exemple, si on prend l'exemple de l'hypertension ou encore du cholestérol, c'est des patients qui sont suivis par des médecins. Et donc, normalement, ils doivent avoir reçu ces informations. Est-ce que la communication est là ou elle manque, selon vous? Elle manque. Elle manque. On se retrouve souvent avec des gens qui ne disent pas aux médecins qu'ils sont sous traitement. Je suis partie chez le cardio, ça ne lui regarde pas ce qu'il m'a dit, par exemple, le pneumo. Pourtant, ça lui regarde, mais parce qu'il va vous donner des médicaments que peut-être, et ça arrive par exemple dans le cas des gens qui ont de l'asthme, quelqu'un qui est en train de prendre du salbutamol, il a fait un malaise, il est parti chez le cardio, on lui a prescrit un bêta-bloquant pour baisser la tension. Je ne peux pas les prendre en même temps, parce que c'est deux médicaments qui utilisent les mêmes récepteurs dans le corps. Donc ça, c'est la responsabilité du patient? Des deux. Des deux, parce que le médecin, il doit demander, est-ce que vous êtes sous un traitement chronique, est-ce que vous avez... Dans ce cas-là, on se retrouve avec quelqu'un qui est parti pour régler un problème d'hypertension, mais qui va faire des crises d'asthme. Parce qu'on a deux médicaments qui sont en train de se battre sur les mêmes récepteurs. Donc, du coup, mais ça, bien sûr, c'est pas général. C'est des petites choses que vous constatez en Oui, mais pharmacie. il faut le dire. C'est-à-dire que quand je vais partir voir un médecin, il faut que je lui dise, voilà, je suis sous ce traitement-là, ou je suis allergique à ce traitement-là ou à ce traitement-là. C'est des erreurs d'automédication aussi. Quand je prends un médicament, je ne sais pas qu'est-ce que je vais avoir comme effet secondaire, ni qu'est-ce que je vais avoir comme allergie. Parce qu'un médecin, une fois que je vais lui dire, il va éviter de me donner des dérivés de ce médicament dont je suis allergique. Par contre, quand je vais prendre le conseil de ma voisine ou ma copine, je ne sais pas ce que je suis en train de prendre. Absolument. Je ne prends pas les conseils d'un spécialiste. Exactement. Et pour cette histoire d'alimentation, interaction entre les compléments alimentaires et les médicaments, ça, c'est à qui de donner l'information? Au pharmacien en officine, au médecin lors de la consultation, au patient d'aller chercher l'information lui-même? Je pense que c'est un triangle. Je pense que c'est un travail qui doit se faire entre les trois. C'est-à-dire que le médecin, une fois qu'il va prescrire, il doit dire attention, je vais vous prescrire ce médicament-là qui a telle et telle et telle interaction. Parce que dans les interactions, c'est quoi le problème que j'ai? J'ai trois cas de figure. Soit je vais augmenter l'effet d'un médicament avec un autre, soit je vais diminuer l'effet d'un médicament avec un autre, soit je vais carrément annuler l'effet des deux. C'est ce qui se passe pour les gens qui prennent par exemple du calcium et magnésium. Je peux prescrire les deux, mais je dois les éloigner. Parce que quand je les prends en même temps, je ne vais absorber aucun des deux. Quand vous dites les éloigner dans la journée? Dans la journée, matin et soir. Ah, donc il y a des gens qui les prennent en même temps. C'est pas bien. Je vais rien garder. J'annule l'effet. Parce que c'est trop grand, ils se collent et par contre, c'est des molécules très grandes qui ne sont pas absorbées par le corps. Donc du coup, je les prends et je les élimine. C'est comme si je n'avais absolument rien pris. Donc calcium le matin, magnésium la nuit? La nuit, oui. Par exemple. Par exemple. Eh bien, merci beaucoup Yasmina Hamdani, docteur Yasmina Hamdani, docteur en pharmacie. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau d'On se dit tout. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. À bientôt. Quant à moi, eh bien, je vous remercie pour votre fidélité. Je tiens à remercier toute l'équipe d'On se dit tout. Très très bonne année à toutes et à tous. Merci beaucoup et on démarre, Inch'Allah, une nouvelle année ensemble avec plein de bonnes choses. Au revoir. Profitez de votre journée.